Aujourd'hui, on va décortiquer comment un consortium européen, né en retard, a réussi à dépasser le géant américain Boeing. Pendant des décennies, l'avionneur de Seattle était le maître incontesté du ciel. Mais la donne a changé. Comment Airbus, arrivé plus de 50 ans après, a-t-il réussi à s'imposer comme le premier constructeur mondial en livraison et en carnet de commandes ? Est-ce seulement grâce à un avion miracle ou le virage raté de Boeing avec le 737 MAX ? Et surtout, cette domination européenne est-elle durable ou bien un nouveau tournant technologique ? Pour comprendre comment Airbus en est arrivé là, il faut remonter à une époque où Boeing régnait quasiment seul. À la fin des années 1960, l'Américain venait de lancer le 737 et surtout le 747. Le premier gros porteur à deux ponts, symbole d'une aviation de masse en plein essor. En face, l'Europe était morcelée entre plusieurs constructeurs nationaux, tous trop petits pour rivaliser. C'est dans ce contexte de faiblesse face à l'hégémonie américaine que les industriels français, allemands, britanniques et espagnols ont été contraints de mutualiser leurs forces. Airbus naît officiellement en 1970, non pas comme une simple start-up, mais comme une alliance de champions nationaux obligés de coopérer pour exister. La première vraie rupture arrive avec l'A300, présenté au début des années 1970 comme le premier gros porteur bimoteur. À l'époque, l'idée de traverser de longues distances avec seulement 2 moteurs paraît risquée, car la norme est plutôt à 3 ou 4 réacteurs. Mais les compagnies comprennent vite l'intérêt économique d'un avion plus léger, plus simple à entretenir et moins gourmand en carburant. L'A300 ne renverse pas immédiatement le marché, mais il impose Airbus comme un constructeur crédible techniquement et montre que l'Europe sait proposer des solutions originales, qui plus est rentables, plutôt que de copier son grand rival. La vraie bascule se joue pourtant sur un segment beaucoup plus modeste en apparence. Les monocouloirs. Ces avions à un seul couloir qui assurent la majorité des vols dans le monde. Dans les années 1980, Boeing domine ce terrain avec le 737, déjà massivement adopté par les compagnies américaines. Airbus lance alors le programme A320, conçu comme un monocouloir de nouvelle génération autour de 150 sièges, avec plusieurs innovations structurantes qui ont fait sourire les puristes au début. Le petit manche latéral au lieu d'un grand volant traditionnel, par exemple, ou les commandes de vol électrique fly-by-wire, jusque-là réservées aux avions militaires. Les débuts de l'A320 ne sont pas simples. Le premier appareil de démonstration est impliqué dans un accident lors d'un meeting aérien en 1988 et plusieurs incidents alimentent une méfiance envers ces fameuses commandes de vol électronique. Mais avec le temps, les résultats d'exploitation rassurent les compagnies. L'avion consomme peu, se montre polyvalent et s'intègre bien dans les réseaux courts et moyens courriers. Petit à petit, l'A320 et ses dérivés grignotent des parts de marché au 737. D'abord en Europe, puis aux États-Unis, où des compagnies historiquement fidèles à Boeing commencent à panacher leur flotte. Côté américain, la consolidation finit par installer un duopole lorsque McDonnell Douglas fusionne avec Boeing en 1997. La situation ressemble alors à un équilibre stable. Boeing conserve un léger avantage en profit, tandis qu'Airbus monte progressivement en puissance sur les monocouloirs sans parvenir à distancer son rival. Airbus ne fera pas que des choix gagnants. L'exemple le plus spectaculaire, c'est l'A380, ce géant à 2 ponts lancé au début des années 2000 pour concurrencer directement le 747 sur des lignes ultra denses. Techniquement, c'est un exploit, mais le marché évolue déjà vers un modèle plus fragmenté, fondé sur des avions bimoteurs de taille moyenne, capables de relier directement des villes sans passer par de très grands hubs. L'A380 restera un symbole, apprécié des passagers, mais produit en volume limité, et son programme sera arrêté en 2021. Pendant ce temps, le vrai champ de bataille devient le moyen courrier, avec une nouvelle priorité: réduire la consommation de carburant. En 2010, Airbus dégaine l'A320 Neo pour New Engine Option. Une version remotorisée de sa famille monocouloir
promettant jusqu'à 15% de carburant en moins grâce à de nouveaux réacteurs. L'idée est simple et redoutablement efficace. Proposer un avion moins gourmand sans imposer aux compagnies un saut vers une cellule totalement nouvelle, donc plus rapide à certifier et à livrer. Les commandes explosent. Rien qu'en 2011, Airbus enregistre un record d'environ 1400 commandes d'avions, tirées en grande partie par la famille A320 Neo. L'avionneur parvient même à convaincre des compagnies traditionnellement pro-Boeing, comme American Airlines, de signer de gros contrats. Au fil des années 2010, la famille A320 dépasse définitivement la famille 737 en total de commandes, lui donnant un ascendant critique. Du côté de Boeing, la réponse prend la forme du 737 MAX, une version remotorisée du 737 conçue pour rester compétitive. Le problème, c'est que le 737 est un avion conçu dans les années 60 avec un train d'atterrissage bas qui complique l'intégration de réacteurs plus gros. Des adaptations successives, notamment le système MCAS, destiné à gérer le comportement de l'avion, vont se retrouver au centre de deux catastrophes. Les accidents de Lion Air en 2018 et d'Ethiopian Airlines en 2019, qui causent la mort de 346 personnes. L'enquête met en cause la conception et la certification du système, et la famille 737 MAX est clouée au sol dans le monde entier pendant près de 2 ans, entraînant une perte de confiance massive. Alors que Boeing lutte pour restaurer son image, Airbus continue d'enchaîner les commandes et les livraisons. La pandémie de 2020 frappe durement tout le secteur, mais Airbus revient à la rentabilité dès 2021, tandis que Boeing enchaîne les pertes financières, plombées à la fois par le MAX, par des problèmes de production du 787 Dreamliner et par des retards sur le 777X. En janvier 2025, Airbus annonce avoir livré 766 avions commerciaux en 2024, confirmant pour la 6e année consécutive qu'il dépasse Boeing en livraisons annuelles. Boeing, lui, a livré 348 avions la même année, restant sous surveillance renforcée de l'autorité américaine après l'incident du door plug arraché en vol sur un 737 MAX 9 début 2024. Au-delà du court terme, ce qui fait vraiment pencher la balance en faveur d'Airbus, c'est la configuration de son carnet de commandes. Fin 2024, Airbus affiche un backlog d'environ 8600 à 8700 avions, soit plus de 10 ans de production au rythme actuel, dont une écrasante majorité de monocouloirs A220 et surtout A320 Neo et A321 Neo. Boeing, de son côté, tourne autour de 5600 avions en carnet. La star du moment chez Airbus, c'est clairement l'A321 Neo, la plus grande version de la famille A320. Grâce à ses motorisations et aux variantes long courrier comme l'A321 LR et l'A321 XLR, cet avion peut transporter plus de 200 passagers sur des distances transcontinentales tout en gardant le coût d'exploitation d'un monocouloir. Les données publiques montrent qu'en configuration maximale, l'A321 Neo peut atteindre une portée d'environ 3700 milles nautiques et accueillir jusqu'à environ 240 sièges. C'est précisément ce secteur milieu de marché où Boeing ne dispose pas encore d'un avion vraiment équivalent, d'autant que le 737 MAX 10 n'est pas certifié et que l'Américain a annoncé ne pas lancer de nouveaux programmes d'avions avant la prochaine décennie. En parallèle, Airbus a développé une stratégie industrielle plus décentralisée, en installant des lignes d'assemblage finales en Europe, en Chine et aux États-Unis. Cette présence locale facilite les relations commerciales et envoie un signal politique positif dans des marchés clés. Sur le moyen terme, beaucoup d'analystes estiment qu'Airbus est bien positionné pour conserver sa majorité du marché des monocouloirs. Cependant, le statu quo est rarement éternel. Boeing est poussé par de nombreux clients à concevoir un nouvel appareil capable de combler le fossé avec l'A321 Neo. De plus, le duopole lui-même est sous pression. Le constructeur chinois Comac avance progressivement avec son C919 sur le marché intérieur et vise à terme des ventes à l'export, tandis que le brésilien Embraer est régulièrement cité comme un concurrent crédible sur le segment des jets régionaux. Pour l'heure, les chiffres sont clairs.
Airbus livre nettement plus d'avions, possède un carnet de commandes plus volumineux, notamment grâce à l'A321neo, et a retrouvé une rentabilité régulière, là où Boeing sort péniblement d'une succession de crises. Mais dans une industrie où le cycle de vie d'un avion se compte en décennies, une bonne décision de design au bon moment peut toujours redonner l'avantage. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!